Vu le monde dans lequel on vit, c'est de plus en plus difficile de trouver des sujets variés. C'est pourquoi je vais en sélectionner un pour vous avec une attention particulière. Bon alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, montée de l'extrême droite en Espagne, montée de l'extrême droite aux États-Unis classique, la montée de l'extrême droite en République tchèque, tiens, au Japon. Ah, ça y est, la montée de l'extrême droite au Chili. J'ai failli me répéter dans cette émission. Alors, est-ce que le Chili va basculer à l'extrême droite ? Qu'est-ce que ça signifie dans un pays qui a connu Pinochet ? Et est-ce que Blast aura assez de trésorerie pour payer les 68 épisodes qui vont parler de la montée de l'extrême droite dans tous les pays du monde ? La réponse à presque toutes ces questions, c'est tout de suite dans CDDM. Je sais que l'épisode précédent était déjà consacré à un pays en Amérique du Sud, mais je tenais à vous parler de l'extrême droite au Chili dans ce nouvel épisode de CDDM pour une raison principale, c'est qu'on est en ce moment entre les deux tours de l'élection présidentielle du pays. Le second tour se tiendra le 14 décembre prochain. Arrivée en tête du premier tour qui s'est déroulé le 16 novembre dernier, la candidate de la coalition de gauche Janet Jara a recueilli 26,85% des voix. Or le second tour s'annonce compliqué pour elle car sa réserve de voix est bien plus faible que celle de son adversaire. Et cet adversaire qui la talonne, c'est José Antonio Cast, le candidat d'extrême droite, qui a recueilli 23,92% des voix, mais qui, en effet, est de très loin le mieux placé pour remporter cette élection. Enfin, en tout cas, les spécialistes de la région, comme le journaliste à l'UMA Luis Regada, ont pas trop de doute là-dessus. Ah oui, donc c'est plié. C'est dur ce que tu nous dis, c'est très Louis. dur. Là, Il faudrait vraiment un miracle pour que la gauche l'emporte. La gauche n'a en effet quasiment aucune réserve de voix. En troisième place avec 20%, on a un candidat populiste et xénophobe qui a eu du succès dans le nord minier du pays. Ensuite, on a un libertarien à 14% et la droite traditionnelle à 12,5%. Les élections parlementaires qui se sont aussi tenues le 16 novembre confirment très largement cette tendance. Sur les 155 sièges de la Chambre des députés, le secteur aligné autour de Cast en obtient 76, contre 64 réunis par la gauche et le centre-gauche. Au Sénat, le bloc atteint la moitié des sièges. Si l'on ajoute les 14 sièges obtenus par le Parti du Peuple, tout indique que la droite au gouvernement pourra constituer une majorité parlementaire capable d'atteindre les 4/7 nécessaires pour promouvoir des réformes constitutionnelles. Et ça c'est très inquiétant parce que Cast est non seulement d'extrême droite, mais il est aussi pinochetiste, en référence à l'ancien dictateur militaire Augusto Pinochet. Il est issu d'une famille allemande qui a immigré au Chili après la Seconde Guerre mondiale. bizarre. Son père était d'ailleurs membre du parti nazi allemand et Cast n'a jamais vraiment critiqué cet héritage. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Parce qu'en 2022, l'élection du candidat de la gauche Gabriel Boric avait porté beaucoup d'espoir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pour répondre à cette question, revenons d'abord un peu sur le Chili, pays double où peuvent vivre des lièvres et des pumas, tristes et beaux comme le cuivre au désert d'Atacama. Le Chili est un pays d'Amérique du Sud qui occupe une longue bande de terre entourée par le Pérou, la Bolivie et l'Argentine. Avec près de 20 millions d'habitants sur plus de 750 000 km², le Chili concentre sa population dans le centre du pays, notamment dans la région métropolitaine de la capitale Santiago, qui regroupe plus de 35% de la population. Le nord est désertique et la terre de feu au sud est très peu peuplée. De l'extérieur, le pays semble être une des économies les plus solides de l'Amérique latine. Membre de l'OCDE, le Chili dispose d'un PIB par habitant supérieur à celui de ses voisins. Et, selon Transparency International, c'est un des pays les moins corrompus de son continent. Mais voilà, cette économie dynamique masque le fait que le Chili est l'un des pays les plus inégalitaires au monde. C'est même le pays à haut niveau de revenus avec le plus d'inégalités de la planète. Et pour comprendre pourquoi c'est comme ça, il faut faire un peu d'histoire. Mes chers camarades, bien le bonjour. Le Chili, c'est un pays qu'on connaît finalement assez mal et dont l'histoire est assez trouble. Pardon, mauvaise chaîne YouTube. Le 11 septembre 1973, le président chilien de gauche démocratiquement élu, Salvador Allende, est renversé par un coup d'État soutenu par les États-Unis. Nicolas Huguet l'avait évoqué en parlant de l'excellent documentaire La bataille du Chili dans son non moins excellent format Doc Doc Doc. À 14h15, le président Allende meurt à la Moneda. Parce que la réorganisation populaire et participative de cette société n'était pas loin d'aboutir
et d'être absolument exemplaire. C'était une autre manière de faire vivre une démocratie, comme on le constate dans la toute dernière partie du documentaire. Une occasion terriblement manquée. Le régime de Pinochet, qui a été une violente dictature militaire, a aussi eu pour particularité d'avoir été un des laboratoires du néolibéralisme, à une époque où les économistes qui défendent cette vision, les Chicago Boys et leur leader Milton Friedman, étaient encore perçus comme des radicaux. Ces économistes, ils vont se placer au cœur du pouvoir chilien pendant la dictature et mettre en place un violent plan de libéralisation de l'économie, comme le racontait Romaric Godin dans Mediapart en 2023. Les prix sont libéralisés, tout comme les taux d'intérêt, les tarifs douaniers abaissés à 10%, les dépenses publiques coupées de 15% et les impôts réduits. On privatise à tour de bras. De 571 entreprises publiques en 1975, on passe à 24 en 1983. En conséquence, le chômage s'envole à 22% en 1975, soit 4 fois plus qu'en 1973. Certes, l'inflation recule, mais très modérément. Elle reste en 1978 autour de 40% par an. Milton Friedman avait promis que les effets négatifs du choc seraient rapidement effacés. Il n'en est rien, mais Pinochet soutient l'expérience coûte que coûte. Il faut ajouter à ça, à cette politique économique, que la constitution actuelle du Chili a été adoptée sous Pinochet. Alors, certes, elle a été pas mal amendée depuis, mais comme l'écrit la spécialiste en droit constitutionnel comparé avec l'Amérique latine Carolina Cerda Guzman dans La vie des idées, en protégeant mieux les droits économiques des personnes privées que les droits sociaux, en consacrant un droit de propriété sur l'eau, en complexifiant la procédure des lois par lesquelles l'État pouvait intervenir dans l'économie, la constitution chilienne formait un bouclier redoutable autour du modèle économique néolibéral. Pourtant, il y a eu une fenêtre pour remettre en cause ce cadre idéologique. En octobre 2019, un immense mouvement social éclate dans le pays, au départ contre l'augmentation du ticket de métro à Santiago. Les étudiants et la jeunesse sont d'abord descendus dans la rue pour demander le retrait de cette augmentation et faire pression sur le gouvernement. Mais rapidement, les revendications de la population se sont transformées en lutte contre la vie chère, contre la corruption et contre les inégalités dans le pays. Tous les jours, depuis un mois, la Plaza Italia est prise d'assaut par des centaines de milliers de manifestants qui s'en prennent au fondement même de leur société. C'est porté par ce mouvement social que le président Boric va être élu en 2021 face déjà à Antonio Cast. À l'époque, c'est le président de néolibéral Piñera qui est aux commandes et donc il est sauvé entre guillemets par le Covid qui marque un cran d'arrêt à tout ça. Mais ensuite, on a la campagne présidentielle et Boric qui est élu parce qu'en toile de fond, donc il y a cette révolte populaire. Donc tout le monde a dans la tête des sujets comme le logement, l'éducation, la santé. On est vraiment dans une demande progressiste. Et là, toujours porté par le mouvement social, il lance une constituante pour réformer la Constitution. Et de cette constituante va naître le texte le plus progressiste que le monde ait jamais porté. Mais le texte va ensuite être rejeté par référendum à plus de 60% des voix en septembre 2022. Ensuite, une constitution plus conservatrice sera proposée et elle aussi refusée par référendum. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce premier échec va marquer un tournant dans la politique de Boric. Comme l'explique Luis Regada, lui prend acte de ce refus, de cette énorme claque. Il dit les gens ne veulent pas suivre cette voie, donc il a recentré son programme et son gouvernement en donnant plus de place aux centristes dans son gouvernement. Donc, à partir de là, il a mené une politique de centre-gauche très molle. Une politique de gauche très molle, quoi de plus efficace pour lutter contre l'extrême droite ? À peu près tout. L'homéopathie, ça marche mieux, je pense. J'y crois pas. Mais vous continuez. Mais je continue à prendre des granules le matin. Je dis, si ça peut m'éviter d'avoir la... Là où les thèmes sociaux ont porté la campagne de Gabriel Boric, l'ambiance est bien différente cette année en 2025, avec deux thèmes qui centralisent le débat au Chili, l'insécurité et l'immigration. Des thèmes aussi portés par la candidate de la coalition de gauche Jeannette Jarrat pendant sa campagne, mais aussi quand elle était au gouvernement, comme l'explique le politiste Pablo Barnier au micro de Guillaume Erner. Elle aussi, Jeannette Jarrat, a fait une campagne très dure sur l'immigration et sur le besoin de sécurité. Elle a aussi revendiqué l'héritage du gouvernement de Gabriel Boric dans lequel elle était ministre du Travail. On voit que dans le gouvernement de Gabriel Boric, il y a eu un héritage très fort sur les questions de sécurité, avec des mesures comme la création d'un ministère de la Sécurité publique qui était une proposition du gouvernement de droite précédent de Sebastián Piñera. Il y a eu des investissements très importants dans la sécurité, un renouvellement de l'état d'exception constitutionnelle dans le sud du pays où il y a de nombreux conflits avec le peuple autochtone mapuche. Donc on voit que le gouvernement Gabriel Boric a aussi été obligé de donner de gages importants à la droite sur les questions de sécurité. Et finalement, il y a eu une continuité de ces mesures-là qui sont reprises par Jeannette Jarrat dans le débat.
En tant que ministre du Travail de Boric, Janez Jara a piloté la réduction du temps de travail à 40 heures par semaine, l'augmentation du salaire minimum et une réforme des retraites un peu plus avantageuse pour les salariés. Mais oui, le débat s'est quand même centralisé autour de thèmes très droitiers. Le discours sur l'immigration au Chili s'est construit notamment sur la présence de plus en plus importante d'immigrés vénézuéliens. On en parlait d'ailleurs dans l'épisode précédent. Cette combinaison entre une grave crise économique et le durcissement du régime ont provoqué une immense vague d'émigration. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 7,7 millions de personnes ont quitté le Venezuela en quête de protection et d'une vie meilleure. La majorité, plus de 6,5 millions de personnes, ont été accueillis dans des pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Comme l'écrit Angeline Montoya dans un article du Monde daté du 16 novembre dernier, les étrangers représentent 8,8% de la population du Chili, soit 1,6 million de personnes selon les chiffres de 2024, le double d'il y a 7 ans, avec l'arrivée en masse de Vénézuéliens. Fuyant la crise politique et économique dans leur pays, ils ont alors été encouragés à s'installer au Chili par le président de droite Sebastián Piñera, 2018-2022, qui y voyait un moyen de dénoncer le régime de Nicolás Maduro. Les Vénézuéliens représentent désormais 42,6% des étrangers au Chili. L'extrême droite a très rapidement agité cette immigration comme une menace pour la sécurité du pays en capitalisant sur des faits divers, comme par exemple la mort en 2022 d'un camionneur tué par des étrangers en situation irrégulière. Milenka perdió a su hijo en las condiciones más terribles que alguien pudiera imaginar. Fue asesinado por un grupo de inmigrantes ilegales que violaron nuestra frontera, que violaron nuestras leyes. Ese grito interior de Milenka es el grito de miles y millones de chilenos. Chilenos que lo que buscan es seguridad. Es terminar con el miedo y que se cumpla y se aplique la ley. Et tout ça se passe alors que le Chili reste un des pays les plus sûrs de la région, et que la violence qui s'y déroule est surtout à imputer à des règlements de compte liés au cartel. Comme le relève Le Monde, s'il est vrai que le taux d'homicide est passé de 4,5 pour 100 000 habitants en 2018 à 6,7 en 2022, ce chiffre est descendu à 6 en 2024. Le gouvernement a annoncé pour le premier semestre de 2025 un taux de 2,5 homicides pour 100 000 habitants. Le Chili reste un des pays les plus sûrs de la région. C'est une dissonance très forte entre la perception de l'augmentation de l'insécurité et les faits réels. On a 90% de la population qui a une perception très importante de l'augmentation de l'insécurité. On a donc une droitisation du débat public d'un côté et un bilan décevant du gouvernement de gauche de l'autre, mais ce ne sont pas les seules explications aux difficultés que rencontre Janez Jara pendant sa campagne. Certes, elle est candidate d'une très large coalition qui va des démocrates chrétiens à la gauche radicale, mais elle est membre du Parti communiste chilien. Et ça a pas mal été utilisé contre elle. La droite pinochetiste de caste n'a pas abandonné l'anticommunisme de la dictature militaire et met clairement en avant cet axe dans sa campagne. Comme on peut le lire dans un reportage de Louise André Williams dans Mediapart, pour Mireia Davila, politiste à l'Université du Chili, les résultats de dimanche démontrent que Jara n'a pas réussi à surmonter un anticommunisme très enraciné dans la société chilienne, non seulement à droite, mais aussi dans une partie du centre-gauche. Et c'est à tel point ancré que Janez Jara en est venue à déclarer qu'elle rendrait sa carte au Parti communiste chilien si elle accédait à la présidence. Cet anticommunisme dans un pays qui a connu une dictature militaire qui a réprimé le mouvement communiste peut paraître assez étonnant. Mais en fait, il y a plusieurs explications. Déjà, il est lié à la façon dont s'est faite la transition démocratique. Pendant la dictature de Pinochet, des centaines de militantes et militants du Parti communiste chilien ont été assassinés ou ont disparu. Dans les années 1980, une branche du parti a opté pour la violence armée, provoquant une rupture avec une autre partie de la gauche et le centre-gauche qui ont lutté contre le régime par la voie pacifique. Celle-ci s'est révélée payante, le dictateur ayant quitté le pouvoir après la victoire du non au plébiscite de 1988. Cette transition, pacifique, mais qui a maintenu Pinochet à des postes à responsabilité, il a aussi été sénateur à vie, n'a pas permis d'aller au bout du travail de réparation des crimes de la dictature et du travail de mémoire autour de cette période. Entre septembre 1973 et septembre 1974, ce sont 2000 personnes qui furent torturées ici. 96 y furent assassinés, dont 2 femmes enceintes. La droite au sens large au Chili n'a pas rejeté le régime de Pinochet et continue de louer un prétendu miracle économique durant sa présidence. Le Chili est membre de l'OCDE, c'est un peu ce jaguar latino-américain, et sa forte croissance économique dans les années 90-2000 est considérée comme un héritage de cette transformation économique proposée par la dictature, et donc la droite se revendique de cet héritage, et auprès de la population chilienne, c'est un argument qui marche. Face à cela, la gauche de gouvernement ne peut opposer qu'un bilan décevant et une reprise du discours de la droite et de l'extrême droite. Comme l'écrivent la militante féministe chilienne Karina Noales et le journaliste et militant libertaire Pablo Abofum Silva,
La candidate n'a pas non plus cherché à se différencier du consensus néolibéral persistant adopté par toutes les forces institutionnelles depuis la défaite constitutionnelle d'octobre 2022, en commençant par le gouvernement Boric lui-même. C'est l'une des expressions les plus claires de l'avancée de l'extrême droite. Elle ne fait pas que convaincre l'électorat, elle parvient aussi à imposer transversalement son agenda. Un positionnement politique de la gauche qui, dans un contexte régional et mondial de la montée de l'extrême droite, ne peut rien présager de bon. Voilà, l'actualité nationale c'est déprimant, mais n'oubliez pas que l'international sera le genre humain.